3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau nous accompagne, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Xavier de Buren d'être avec nous également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements chez OTA Capital et Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes senior advisor ESG. Parlons du VIX. Alain, c'était votre suggestion. Et non, mais ça va tout à fait dans mon sens, puisque depuis quelques jours, j'essaye de décrire ce calme sur les marchés. Alors, est-ce un calme de surface? Est-ce qu'un calme apparent? Est-ce le calme avant la tempête? C'est toute la question. Mais oui, le VIX fait partie de ces mesures de volatilité du marché action américain, en l'occurrence, qui suggère quand même une forme de grand calme aujourd'hui sur les marchés, puisqu'on retrouve des niveaux sous les 12 qui nous ramènent quand même à des niveaux au plus bas depuis la pandémie de Covid. Oui, alors il y a une première raison qui est fondamentale, c'est que, et on le constate régulièrement, c'est que quand les marchés sont bien orientés, la volatilité a tendance à baisser, hein, parce que vous êtes vendeur d'options, vendeur de call, vendeur de put. Bon, les puts se déprécient quand le marché monte forcément, et les calls voient leur volatilité baisser. Donc vous pouvez, quand vous avez vendu des calls qu'on appelle un peu en dehors de la monnaie, vous gagnez de l'argent de cette manière-là. Donc quand les marchés sont bien orientés, la volatilité baisse, ça c'est un phénomène assez structurel, et ça devrait nous amener la volatilité vers 14-15. Après, il y a deux facteurs plus techniques et un peu plus ponctuels, on va dire, enfin qui durent maintenant depuis quelques mois. Le premier, c'est que les vendeurs de volatilité, les market makers, les grandes banques d'investissement gagnent beaucoup d'argent depuis la période dont vous avez parlé. Quand la volatilité est au-dessus de 25, 30, les vendeurs de volatilité, quand la volatilité baisse, gagnent beaucoup d'argent. Ouais. Et comme c'est une volatilité, comme c'est un prix qui est remis en cause tous les mois, grosso modo, 3 mois, enfin les échéances d'options, régulièrement ils gagnent, ils ont accumulé un capital important, donc ils peuvent se permettre de prendre des risques, et ils peuvent se permettre également de prendre une perte de temps en temps, quand les marchés, la volatilité monte très fortement sur 1 ou 2 journées, ils sont habitués à gérer et à prendre une petite perte sur quelques semaines. C'est pas très grave, parce qu'ils vont recommencer à ce moment-là, quand la volatilité va remonter, à faire ça. Ça, c'est le premier facteur technique qui dure depuis longtemps. Enfin, c'est quelque chose qu'on constate depuis un moment. Et puis, il y en a un autre qui est un peu plus récent, qui a été enclenché grosso modo en 2022. C'est des produits, ce qu'on appelle ETF Covered Call, c'est-à-dire que vous avez un panier qui constitue le socle de l'ETF, et puis le promoteur de l'ETF vend des calls sur ce panier. D'accord. Et mécaniquement, ça fait baisser la volatilité. C'est à force, vu les montants en jeu, parce qu'on est quand même grosso modo aujourd'hui, j'ai regardé, j'avais des chiffres à début 2024, on était grosso modo à 60 milliards. C'est des fonds qui collectent beaucoup parce que les gens cherchent, enfin les investisseurs cherchent des produits de rendement. Alors, c'est une manière de faire du rendement supplémentaire au-delà du dividende. Ouais. Donc ça mécaniquement, ça pèse sur la volatilité, parce que quand vous avez une cinquantaine de grandes valeurs qui subissent des ventes de calls, la volatilité baisse sur ces calls. Les market makers peuvent se couvrir d'une autre manière sur les indices en même temps. Donc il y a un phénomène comme d'écrasement général. De la volatilité. Alors, après, il faut avoir à l'esprit 2 choses. C'est-à-dire que, effectivement, le contrariant va vous dire, et je regarde beaucoup la volatilité, c'est un indicateur que j'aime bien regarder pour être un peu contrariant par rapport au marché. Acheter de la volatilité parce qu'elle se fait écraser, ça vous coûte très cher depuis très longtemps. Donc, être contrariant sur la vente de vol et se dire que c'est pas cher et donc faut se couvrir, ça vaut la... Ouais. Je crois que c'est pas la peine. C'est un peu un jeu assez vain. Alors, à contrario, quand la volatilité explose, bien souvent, ça veut dire que vraiment la peur s'est installée sur le marché. Et shorter de la volatilité à ce moment-là ? Ouais, ou carrément acheter des titres. D'accord. Acheter quelque chose en face de cette volatilité. Moi, je pense que le bon indicateur, alors c'est très vieux schnock. Non, mais les vieilles recettes fonctionnent parfois. Au-delà de 40, qui est vraiment un signe de ça fait un moment qu'on l'a pas vu, 40. Là, avril, on a dû remonter au max à 19 sur le VIX, c'est ça, mais 40, c'est des événements comme on a vu la guerre en Ukraine, Covid, on a dû peut-être aller à... Covid, d'accord. Enfin, c'est les derniers gros achats. C'est ça. Je parlais de ma situation. Lehman, c'est 80. C'est ça, de vol de VIX. Mais là effectivement, quand c'est comme ça, c'est un peu comme quand sur l'autoroute, il y a un accident et on vous dit ralentir. Oui. Non, c'est avant l'accident qu'il faut ralentir. Parce que quand l'accident a eu lieu, vous pouvez ralentir pour éviter qu'il y en ait un autre derrière. Mais vous voyez, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que le VIX au-dessus de 40, c'est un peu ralentissez, il y a eu un accident derrière vous. Oui, voilà, il a eu lieu l'accident. Donc c'est un peu tous ces facteurs-là. Mais là, vous dites quoi ? C'est
c'est un État qui peut durer. C'est la question posait dans les Échos le CIO d'Amundi. On lui demande si c'est de l'exubérance irrationnelle de la part des marchés, d'avoir les indices au sommet, la vol au plus bas. Lui, il parle d'un cynisme rationnel. Il ne met pas d'irrationalité dans la situation de marché aujourd'hui. Encore une fois, qui est-ce qui vend ces options qui fait baisser la vol? C'est des gens qui sont préparés à énormément d'événements, qui sont capables de se couvrir, qui pourraient se couvrir. Alors, on l'évoquait avant l'émission, mais il y a ce qu'on appelle aussi la courbe de volatilité. Désolé, ça commence à faire un peu technique. Mais c'est une manière aussi... on peut regarder les points de volatilité dans le temps devant nous. C'est aussi comme ça qu'ils se couvrent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent de la vol à court terme qui vont encaisser à la fin du mois ou à la fin du trimestre, et puis ils achètent de la vol pour se couvrir un peu au-delà si jamais il arrive quelque chose qu'ils n'auraient pas prévu. Mais si vous voulez, aujourd'hui, pratiquement, et je suis assez épaté de ça, c'est-à-dire que tous les investisseurs sont au courant de toutes les informations, quasiment tous en même temps. Il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de surprise, à connaître. Alors, il faut vraiment un événement exogène très fort. Covid, guerre en Ukraine. Qui change le scénario. Lehman, ça s'est pas arrivé en un seul jour, mais ça surprend beaucoup. Et là, après, par contre, quand ça va dans l'autre sens, il y a eu des spikes de... c'est Volmageddon, comme on disait, février 2018, Volmageddon. Ça passe à 50 en quelques heures, parce que là, c'est un événement qui n'était pas prévu, les algos se mettent en route, et puis voilà. Donc, c'est quand même finalement assez rare, quoi. Donc, se mettre contrariant par rapport à ça, c'est un jeu dangereux. Par contre, ça veut aussi dire quand même, je pense, qu'aller prendre des risques aujourd'hui, c'est aussi quelque chose, faut l'avoir à l'esprit, c'est de se dire, s'il se passe quelque chose, le marché, il peut perdre 10% en quelques heures. Donc, si vous avez gardé un peu de cash, prenez des bénéfices, c'est une manière de gérer, de ne pas être contrariant, de ne pas acheter de la volatilité à fond perdu, mais de se dire, je vends des actions, j'allège un peu mes portefeuilles pour garder un peu de cash, au cas où, puisque personne n'anticipe un accident. Donc, quand personne n'anticipe un accident, c'est le moment où il peut se passer quelque chose. Les records de faiblesse de volatilité, je crois qu'on l'a vu sous 10, le VIX, effectivement, avant ce fameux Volmageddon de février 2018, où tous les vendeurs de volatilité ont été pris à revers, et la remontée a été spectaculaire et douloureuse pour beaucoup. Que vous inspire cet état de marché? Le VIX est au plus bas, même sur le marché obligataire. La volatilité tend à se réduire un petit peu, Christian, par rapport aux incertitudes qu'on a pu connaître en matière de politique monétaire ces dernières années, ces derniers trimestres encore. Alors, je ne vais pas dire qu'on a un chemin lisible de la part de toutes les banques centrales aujourd'hui, on va pouvoir en discuter, mais visiblement, le marché, il trouve un peu plus son compte aujourd'hui. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Alors là, si j'enlève les aspects purement techniques, mais si je devais raisonner purement en fondamental, si vous prenez aujourd'hui un investisseur, quel est vraiment le pire des scénarios? La Fed monte ses taux? C'est quand même pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Donc après, est-ce qu'elle baisse de 25 en septembre, en décembre? Franchement, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous allez dire le S&P va baisser de 25% parce qu'elle baisse les taux qu'en décembre plutôt qu'en septembre? Tant qu'elle baisse les taux et tant qu'il y a un signal qu'ils vont baisser les taux, je vois pas le marché paniquer énormément. Et plus que ça, on sait même qu'en cas d'accident, on a assez peu de doutes sur la capacité de la Fed à aller assez vite et plus vite que ce qu'on imagine aujourd'hui. L'aspect taux ne fait pas énormément peur. Alors après, c'est juste une question sur le 10 ans américain. Est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'il y a un peu de volatilité sur le 10 ans américain avec l'approche des élections américaines? On pourra en reparler. Mais globalement, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de chat noir véritablement au niveau de la politique monétaire. On est quand même plutôt dans une perspective de baisse. L'économie, on a prévu les 10 dernières récessions qui ne sont pas arrivées. Donc moi, le premier, donc je balaye devant chez moi aussi, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une économie américaine aussi solide. C'était légitime d'avoir ce scénario en tête, en tout cas dans les réflexions économiques qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a une récession, plus personne n'y croit. Alors, au pire, on va parler d'un ralentissement de l'économie américaine, d'un essoufflement du consommateur américain, mais est-ce que ça change la donne pour le marché action? Si vous avez une économie américaine qui croît de, on va dire, 1%, 0,5% pendant un ou deux trimestres, le temps qu'elle reprenne son souffle et qu'elle redémarre, c'est pas une récession. Les free cash flow des entreprises seront encore bons et donc ils vont continuer à racheter leurs actions, ils vont continuer à verser des dividendes. C'est pas le scénario dramatique. Un vrai scénario dramatique, c'est d'un seul coup que l'économie américaine tombait en récession avec dégradation du marché de l'emploi, des Américains qui remboursent pas le crédit à consommation. Voilà. Mais on y est quand même très très loin aujourd'hui. Il faut vraiment en vouloir pour mettre en avant ce. Et puis dernier élément que je mettrai en avant, c'est que les risques géopolitiques, on en a tous parlé, on s'est tous inquiétés. Alors je dis ça du point de vue purement business, naturellement.
globalement, pas pour l'aspect moral, mais sur l'aspect purement business, ça n'a pas perturbé énormément les chaînes d'approvisionnement. On a eu peur à un moment donné, dans la guerre au Proche-Orient, qu'il y ait un problème sur le commerce mondial. On a vu que finalement, l'impact a été relativement modéré. On n'a pas eu un impact si fort que ça. L'Ukraine, la Russie, hélas, ça dure, mais c'est pas... C'est installé. C'est installé. C'est pas une nouvelle qui va faire que demain, vous allez avoir des faillites d'entreprises massives. Donc, globalement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire des politiques budgétaires qui restent expansionnistes. On sent que les politiques ne sont pas prêts à rapidement réduire les déficits publics. Donc, globalement, c'est vrai, je comprends les marchés, ils se disent, il n'y a pas véritablement de risque pour l'instant qui justifierait qu'on panique. Il y a un pragmatisme rationnel. Vincent Mortier d'Amundi dit cynisme, mais il y a quand même une prise en compte pragmatique des choses. On peut imaginer une baisse de la bourse de quelques pourcents parce que c'est cher, parce que plein de choses. On a une mauvaise nouvelle sur l'intelligence artificielle, mais même ça ne va pas forcément remettre en cause totalement les résultats de Nvidia derrière. Donc c'est juste des éléments qui peuvent faire un peu de volatilité, mais pas suffisamment pour avoir un bear market. Xavier, vos commentaires sur cet état de marché. Est-ce que les entreprises et les résultats d'entreprises ont apporté également dans cet optimisme ou en tout cas cette bonne tenue sur les actifs risqués et les marchés actions ces dernières semaines ? Le marché, il a fait le choix de la reprise de la croissance en Europe plus que les problématiques sur les taux. Et on le voit, les niveaux les belles performances des marchés d'actifs risqués, notamment des marchés actions depuis le début de l'année, c'est justifié par quoi ? C'est d'abord justifié par une macro qui est bonne. On a parlé de la très très bonne résilience de l'économie américaine. Encore, les estimations pour le T2, c'est 3,5% de croissance annualisée. Donc c'est bien au-dessus de la croissance potentielle des États-Unis. On assiste, et elle est confirmée à la reprise en Europe, et c'est un élément qui est extrêmement important, plus aussi une reprise chinoise qui a mis du temps à se manifester, mais qui, là, selon les dernières données, se manifeste. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, ces niveaux de marché sont justifiés également par l'aspect microéconomique et notamment par les très bonnes publications de résultats qu'on a vues pour le premier trimestre de cette année, où si on prend le Stoxx 600 qui représente, c'est l'indice qui regroupe les 600 plus grandes entreprises européennes, eh bien, on a plus de 60% des entreprises qui ont battu les attentes au niveau des bénéfices par action. C'est encore plus fort aux États-Unis, 80%. Alors, c'est des données agrégées. Alors, évidemment, il y a Nvidia et autres. Oui, il y a quelques blockbusters qui bien sûr. Mais globalement, la tendance est quand même très bonne quand on sait que la moyenne historique sur ces 10 dernières années pour les 600 premières entreprises européennes, c'était plutôt 1 sur 2. Et là, on est à 6 sur 10. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment favorables. Et comme je le disais, les investisseurs se concentrent là-dessus, sur la croissance des bénéfices par action. Et on l'a vu à la suite de ces publications, c'est que le consensus s'est mis à réviser à la hausse ses attentes pour l'année. Ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. C'est nouveau, ça. On ne l'avait pas vu sur les quelques trimestres précédents ? On commençait à le voir. D'accord. Mais on arrivait peut-être à un point bas, et là, c'est confirmé. Si on regarde historiquement, le consensus qu'il fait, c'est qu'il commence l'année en janvier en disant j'attends entre 8 à 10% de croissance des bénéfices pour l'année, et puis ensuite, au fur et à mesure que les publications arrivent, on converge vers zéro. Et ça termine vers zéro. Là, on voit à partir à la suite des publications de ce premier trimestre qu'on a des révisions qui sont positives, et ça, c'est un élément qui est fondamental. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue macro, on a une inflation qui est maîtrisée. Et on l'a vu, elle baisse et elle converge vers les niveaux cibles, notamment en Europe. On a des niveaux de taux, alors savoir si ça va baisser de 25 ou de 50, qui sont sur des niveaux qui sont raisonnables, puisque ça n'impacte pas les décisions d'investissement des ménages et en tout cas des entreprises. Et on a un environnement qui est favorable pour les entreprises et pour leur capacité à croître. Et ça souligne quoi ? Ça souligne, je pense, l'incroyable capacité qu'a eu notamment l'économie européenne à absorber ce choc de remontée des taux extrêmement forte, et pour les entreprises à pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement, qui encore une fois, je le dis souvent, mais qui est une normalisation d'une situation qui n'était pas normale depuis 15 ans. Donc ça, c'est des éléments qui sont très favorables, et on le retrouve aussi sur les petites et moyennes capitalisations, mais on aura certainement l'occasion d'en... Ouais, non, mais il faut enchaîner. Enfin, je veux dire, est-ce que ce que vous décrivez là, justement, alors déjà, est-ce que ça plaide ou est-ce que ça renforce le cas d'investissement européen ? Je pense notamment pour un investisseur en dollars.
Est-ce que de voir l'Europe qui redécolle un peu, le momentum bénéficiaire, est-ce que ça peut amener des flux d'investisseurs internationaux? Et est-ce que ça plaide également pour aller chercher des tailles de capitalisation inférieures à ce qui a été la contribution à la performance, à savoir quand même plutôt les large caps jusqu'à présent? Dans les faits, si on regarde la collecte, alors c'est Morningstar qui publie ça, qui suit une centaine de fonds PEA, entre guillemets, sur les petites et moyennes capitalisations. Et on voit enfin qu'on a une dynamique de collecte qui est positive depuis le début de l'année. C'est 275 millions d'euros qui ont été investis sur cette centaine de fonds. C'est 116 millions pour le mois d'avril. On n'a pas encore les chiffres du mois de mai, mais on voit bien que cette dynamique est là. Alors, 275 millions de collecte depuis le début de l'année, on pourrait dire c'est super. Il faut savoir qu'il y a 2 milliards d'euros qui sont sortis de ces mêmes fonds. En cumulé en 2022 et 2023. Mais on voit bien, c'est une tendance qui est importante puisque c'est le 5e mois consécutif de collecte sur ces supports-là. On avait vu qu'il y avait eu de temps en temps quelques petits pics, etc. Mais là, c'est sur il y a une série. On a une série de points mensuels qui confirment quand même l'idée d'un réamorçage de la tendance. Et si on revient sur les publications de résultats du T1, sur ce segment des petites et moyennes capitalisations, on voit là aussi qu'il y a eu plus d'une entreprise sur 2 de petite et moyenne capitalisation qui a battu les attentes. Au T4, c'était 1 sur 3. Donc on est passé de 1 sur 3 à plus de 1 sur 2. Et ça, c'est un élément qui est favorable aussi parce que publication après publication, on voit que ce segment-là continue à délivrer de la croissance rentable qui se voit au niveau des bénéfices par action et aidée par une valorisation qui reste vraiment faible et vraiment attractif. Oui, bien sûr. Là, on a vu le CAC Small revenir à hauteur du CAC 40 large, mais effectivement, par rapport à une bonne paire d'années de sous-performance majeure, comme vous disiez, Xavier, et le retour de la dynamique bénéficiaire qu'on peut attendre de ces entreprises. Parce que pendant quelques temps, il faut dire aussi que la croissance bénéficiaire, elle a été amplifiée pour des grandes entreprises mondialisées, capables d'aller chercher la tech, etc. Et que dans ce moment-là, l'argument un peu structurel sur les small et mid cap, c'est-à-dire ils ont une croissance bénéficiaire X fois supérieure au large cap, cet argument-là, il avait perdu aussi un peu de pertinence à un moment. Bien sûr, mais comme il faut que tout se réajuste et qu'il y ait un retour à la moyenne. Et là, on peut peut-être, on l'espère qu'on va pouvoir continuer à gagner de l'argent. Mais ce qui est important sur le fait que les investisseurs se concentrent sur les bénéfices par action, c'est que ça veut dire qu'on a un environnement qui est favorable et la baisse de la volatilité l'illustre aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète plus des éléments qui peuvent venir perturber la vie des entreprises. Je ne veux pas dire que la politique monétaire passe au second plan, parce que là, je me couperais un peu je me couperais la branche. Mais oui, c'est intéressant de dire qu'au-delà du débat permanent et de la conversation permanente sur les politiques monétaires, il y a aussi des fondamentaux d'entreprises qui reprennent le dessus. On n'est plus en 2022 ou 2023 avec une incertitude maximum sur ce que vont faire les banques centrales demain, après-demain, le mois prochain, etc. Est-ce que tout ça plaide, renforce le cas d'investissement européen? Et quand on réfléchit au schéma de marché, alors tout ne change pas à chaque trimestre ou à chaque semestre, mais est-ce que là, il y a un point d'inflexion de quelque chose? Est-ce qu'on voit sous la surface des rotations se mettre en œuvre? Est-ce qu'un investisseur en dollars peut être tenté d'aller investir un peu en dehors de sa zone de prédilection? Et si oui, qu'est-ce que ça donne pour nous en Europe, quoi? Vaste question. Moi, je dirais que alors, le point positif dans tout ce qui vient d'être dit aussi, je trouve, c'est que quand il y a des résultats, je ne parle pas des boîtes qui sont en perdition ou des segments qui sont en perdition, un pays émergent qui se rencontrerait avec une inflation monstrueuse, qui n'arrive pas à résoudre le problème. Mais on l'a vu sur la Chine, on l'a vu sur les bancaires, on l'a vu sur les small mid. Quand il y a des résultats, parfois il faut attendre longtemps, mais ça finit par repartir parce que le marché se rend compte à un moment donné que la valorisation est vraiment trop basse par rapport à des perspectives de résultats qui sont tangibles, réels. Donc ça, je trouve que c'est quand même sain pour les marchés aussi de se dire que tout n'est pas condamné ad vitam. Donc ça vaut aussi un peu pour un investisseur américain, pour l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a des résultats, alors c'est pas uniforme, tout n'est pas simple, mais globalement, et ça aussi je trouve que c'est plutôt bien pour le métier de la gestion,
On parlait des boîtes qui ont annoncé, qui ont plutôt bien annoncé. Les 4 qui restent, qui ont été un peu en dessous des attentes, c'est pas dramatique. Par contre, celles qui ont annoncé pas terribles, avec des perspectives nettement moins bonnes, alors c'est peut-être un peu moins vrai en Europe, mais aux États-Unis, ça a quand même fait très mal. Oui, il n'y a pas de place pour la déception. Non, la sanction est sévère, et ça veut dire aussi que les investisseurs, ils font pas n'importe quoi. On n'est pas dans une période où, il y a l'histoire des mêmes stocks, mais ça dure 2 jours, et puis ça, c'est un peu de l'humour. Ça a été très rapide. Mais fut un temps, il y a des résultats annoncés mauvais, ça baissait pendant 5 minutes, puis derrière, ça repartait parce qu'on se disait que par rapport à machin, ça allait repartir. Donc, ça, c'est plutôt sain. Et donc, effectivement, dans ce schéma de reprise progressive des marchés, et malgré tout, c'est que progressif, parce qu'on est haut, mais on pourrait être quand même il y a encore un peu de marge. Voilà, il y a de la place pour aller faire un peu d'Europe. Je dis Europe, parce que même la Grande-Bretagne, qui était UK, bien pendant sûr. très longtemps un peu délaissée, se retrouve également avec des boîtes qui ont de beaux résultats, qui repartent également. Et avec une situation politique, visiblement, qui trouble assez peu, qui ne trouble pas plus les investisseurs que depuis le Brexit et depuis ce qu'ils ont connu. Ça devient une opportunité, je pense. Ça devient même une opportunité, vous dites, Christian ? Oui, non, le marché joue justement le changement. Le nouveau Labour ? Parce que l'idée, c'est que... Et ça fait pas peur. Mais non, surtout, il pourrait atténuer le Brexit. C'est-à-dire qu'il pourrait être beaucoup plus favorable dans les négociations avec l'Europe et donc atténuer assez nettement les éléments qui pèsent aujourd'hui. Mettre un peu d'huile dans les rouages. Voilà, donc le discours sera en tout cas beaucoup moins violent que les conservateurs. Même la situation politique au Royaume-Uni est vue aujourd'hui comme un adoucisseur potentiel pour le cas d'investissement britannique. C'est pour ça que la livre est montée sur les annonces des élections anticipées. Ouais. Bon, donc il y a un peu de place pour l'Europe. Oui, il y a un peu de place pour l'Europe. Alors après, moi je pense, techniquement, le marché il est quand même mûr pour une petite correction. Mais bon, après, ça change pas la vision long terme. Mais on l'a vu en avril, quoi. Oui, c'est ça, c'est 5%. Petit trou d'air. Tout à l'heure, c'est 1%, mais ça, c'est la vie normale. Oui, mais ça, c'est la vie normale. Oui, je veux dire, on ne peut pas en faire un phénomène de marché. Non. Par contre, alors, encore une fois, pour l'investisseur patient, long, l'investisseur, les gros fonds de pension, ils ne sont pas en train de jouer ça. Beaucoup d'investisseurs très longs ne jouent pas ce genre de choses. Nous, on peut se permettre, par moment, de se dire, voilà, il y a peut-être une petite opportunité. Et moi, je pense que d'ici la fin d'été, la fin d'été, c'est 21 septembre, on pourra acheter un peu mieux qu'aujourd'hui. Voilà, mais c'est un peu du fine-tuning. On en est là, on en parle tous les jours. C'est bien pour avoir des indications un peu tactiques, effectivement. Tiens, à propos de période estivale, donc là, on va terminer le printemps, fin juin, et donc on aura eu cette première baisse de taux de la BCE entre-temps, comme promis, j'ai envie de dire, Christian. Bon, les derniers éléments sont apportés par le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, Philippe Lane, qui est une personnalité, évidemment, qu'il faut écouter, peut-être plus que d'autres d'ailleurs, au sein de l'institution. Sur la marche à suivre après le 6 juin, on sent bien quand même que, j'allais dire, l'attitude de prudence va continuer de dominer, toutes choses égales par ailleurs, en tout cas pour la Banque Centrale Européenne. Ça fait plusieurs mois qu'ils nous envoient, même plusieurs semaines, quand même, plusieurs mois j'exagère, mais plusieurs semaines en tout cas, qu'ils nous envoient le message que ce n'est pas le début d'un cycle de baisse des taux. C'est un petit ajustement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'inflation a beaucoup baissé. Quand l'inflation baisse, vos taux directeurs réels augmentent et donc vous pesez encore plus sur l'activité. Donc la question que se pose aujourd'hui à BCE, est-ce que c'est nécessaire de peser encore plus sur l'activité alors que l'inflation a quand même baissé ? Donc on peut commencer à ajuster les taux directeurs réels, mais on n'est pas dans un cycle d'assouplissement monétaire. Et surtout pas dans un cycle où on va revenir dans une politique monétaire ultra accommodante. Donc ça, c'est clairement le message qu'ils nous envoient depuis plusieurs mois. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au maximum, on va avoir peut-être 50 points de base de baisse cette année au maximum. Donc ça veut dire une fois en juin, peut-être une deuxième fois à court ou moyen long terme, mais d'ici la fin de l'année. Mais il ne faut pas s'attendre à des mouvements très violents et très importants parce qu'ils seront assez prudents. Alors qu'est-ce qui les inquiète ? Il y a plusieurs éléments qui les inquiètent. Même si les salaires ont tendance à ralentir. Alors on peut parler du dernier indicateur de la BCE qui n'était pas très bon, mais qui était lié quand même à des facteurs un peu techniques. Et si on prend l'indicateur Indeed, que prend beaucoup... on est à moins de 3,5, on est à 3,5, c'est ça ? Oui, même en termes de croissance des salaires. On est à 3. 3 en avril. Voilà, on est redescendu à 3 en avril. Donc c'est un indicateur que parle beaucoup Madame Lagarde. Donc c'est pour ça que je le dis, c'est pas un petit indicateur comme ça. Et donc cet indicateur montre en tout cas que sur le marché du travail aujourd'hui, les offres d'emploi montrent un net ralentissement des salaires. Le seul problème, c'est que la productivité du travail est négative. Donc même à 3,
C'est pas beaucoup, mais ça veut dire que c'est un coût qui augmente pour les entreprises. 2% d'inflation, ça marche s'il y a 3% de croissance des salaires et 1% de gain de productivité. Il manque les gains de productivité. Il manque les gains de productivité. Alors, c'est pour ça que la BCE est si focalisée en disant la productivité va redémarrer, mais pour l'instant, ils ne le voient pas. Donc ça c'est un petit point qui les incite à être un petit peu prudents. Pas forcément pessimiste, mais prudent, parce qu'ils disent il ne faudrait pas que, voilà, sur le coup, ça peut peser un peu sur les marges des entreprises, on absorbe ce choc, mais après, est-ce que ça ne va pas inciter les entreprises à relever beaucoup plus leurs prix, notamment dans le secteur des services? Donc, ils sont prudents sur cet élément-là. Deuxième élément, c'est qu'il y a quand même encore pas mal de volatilité sur les prix des matières premières, et on sait que le mouvement de désinflation lié aux biens va quand même être beaucoup moins fort dans les prochains mois. Je ne parle pas de reprise de l'inflation, mais en tout cas de mouvement de l'inflation qui sera forcément beaucoup L'inflation sur les biens, elle est revenue à zéro. Donc, voilà, donc elle peut que rebondir un petit peu, même si c'est un petit peu. Donc ça veut dire que c'est vraiment que les services. Et on voit que les services, bon, c'est un petit peu. En avril, on a eu plutôt une bonne surprise, à confirmer en mai, mais on voit que les services quand même ont beaucoup de mal à reculer. Donc tout ça explique la grande prudence de la BCE parce qu'ils ne veulent pas faire du stop and go. C'est-à-dire qu'il faudrait, le pire des scénarios, ça serait de commencer à baisser, d'avouer au marché qu'on s'est trompé, que l'inflation repart et de remonter les taux. Donc c'est en grande partie pourquoi ils seront prudents et ils maintiendront durablement une politique monétaire restrictive. Le premier mouvement, c'est quand même là aussi le plus important. Alors je sais qu'on peut débattre du timing, que ce soit juin, juillet, septembre, on s'en fiche, mais le premier mouvement, il faut quand même avoir la stratégie qui va derrière parce qu'effectivement, c'est quand même une tendance qu'on donne au marché. Sur la productivité, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que disent les entreprises? Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette croissance spectaculaire de la productivité américaine sur quelques trimestres, encore une fois. C'est au premier, ça c'est bien. À valider, à vérifier si ça s'installe dans le temps, si c'est structurel. Ça n'en fait pas une tendance structurelle pour l'instant. Mais quand même, il y a eu cet espoir qu'on n'a pas vu en Europe. Et la BCE surestime en permanence dans ses hypothèses qu'elle remet à jour tous les 3 mois, surestime en permanence les gains de productivité devant nous. Donc elle est obligée à chaque fois de redescendre et de réabaisser ses hypothèses le trimestre suivant. Alors la productivité, il y a deux choses. Soit on est sur des gains de productivité structurels, ça signifie que vous avez structurellement des gens qui sont beaucoup plus productifs. Alors ça peut être la révolution de l'intelligence artificielle, ça peut être plein d'éléments qui font que vous êtes beaucoup plus structurel. Donc ça veut dire que c'est pas sensible à la conjoncture. Et vous avez ce qu'on appelle la productivité conjoncturelle. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a un gros problème de productivité conjoncturelle. Alors je m'explique, c'est qu'avant, on avait ce qu'on appelait le cycle de productivité. C'est-à-dire que j'ai une forte croissance, j'embauche beaucoup les gens travaillent un plein temps, donc je suis très productif. D'un seul coup, ça ralentit, mais je licencie pas tout le monde immédiatement. La productivité s'effondre. J'ai toujours le même personnel, mais je produis un peu moins. Ou il y a une croissance très forte. Et puis, à un moment donné, je dis, ça y est, là, ça a tellement ralenti que je licencie, et donc à ce moment-là, il y a la productivité qui remonte. Vous voyez bien qu'il y a une grosse partie qui est liée à ça. Ce qui se passe actuellement et depuis le Covid, c'est que les entreprises ne veulent pas licencier. Parce qu'elles se disent c'est difficile de recruter, c'est difficile de licencier. Donc quand vous avez une économie qui accélère, c'est parfait. Les gens ont travaillé. Alors j'exagère, je dis pas que c'est la vérité, mais les gens travaillaient. On comprend l'idée. Ils étaient payés 35, ils travaillaient que 30 heures effectivement. D'un seul coup, l'activité repart. Vous travaillez 35 heures. Vous n'avez embauché personne. La productivité explose. Mais le problème, c'est qu'on a traversé en Europe une stagnation. Et les entreprises auraient dû licencier, normalement. Elles auraient dû réduire leurs effectifs et donc améliorer la productivité. Et ça, elles ne l'ont pas fait. Alors, si c'est que ça, et si c'est que conjoncturel, faut espérer qu'avec le retour de la croissance, avec l'amélioration de la conjoncture, à ce moment-là, on verra mécaniquement la productivité, mais on n'aura pas une croissance qui se fera par l'amélioration du marché de l'emploi. Ça sera une croissance qui se fera sans embauche. Mais en tout cas, on aura cette amélioration de la productivité et ça rassurera la BCE. Sinon, si c'est un vrai problème structurel, et qu'on a vraiment un problème de sous-investissement des entreprises, de problème peut-être d'inefficacité des moyens de production, un choc qui a touché l'Allemagne, parce que l'Allemagne avait dans ses gains de productivité, mais qui n'étaient pas forcément que salariaux, mais dans ses gains, dans ses facteurs de production, qui étaient l'énergie pas chère, et que c'était un gain de compétitivité pour l'Allemagne, et qu'aujourd'hui elle l'a perdu, parce qu'elle payera durablement plus cher son gaz que quand elle l'achetait à la Russie, si ce sont ces vrais facteurs-là qui rentrent en jeu, et qui sont vraiment beaucoup plus structurels et durables, c'est-à-dire que l'Allemagne ne va pas exploser en exportation, l'Allemagne ne va pas redémarrer, et là, vous allez avoir un vrai problème de fond qui est beaucoup plus durable. Donc, il y a encore un gros débat. Oui, et il ne sera pas tranché le 6 juin. Il sera pas la partie structurelle ne sera pas tranchée le 6 juin, c'est sûr. Bon, on aura toute la mise à jour quand même des projections économiques faites par le staff de la BCE à l'occasion de la prochaine réunion. Qu'est-ce que ça change pour un gérant action, Xavier, la perspective d'avoir quand même un signal et plus qu'un signal de baisse de taux en zone euro. Et moi je me dis que s'il y en a une, il n'y en a pas une sans deux, donc il y en aura forcément une deuxième.
Et puis le marché, la Banque Centrale Européenne reste aussi ouverte à l'idée qu'il puisse y en avoir une troisième. Phil Roy-de-Gallo le dit aujourd'hui. Il y a de la place pour recalibrer la politique monétaire européenne. À quel rythme, combien de temps ça prendra, etc. C'est tout le débat. Mais il y a quand même de la marge, partant d'un taux de dépôt à 4. Qu'est-ce que ça change pour des marchés actions et un gérant action comme vous, Xavier ? Déjà, le premier point, c'est que la première baisse de taux est parfaitement anticipée par le marché. Donc l'impact, il ne devrait pas être très visible là-dessus. Le deuxième point également, c'est de dire... il n'y a rien aujourd'hui dans la situation des entreprises et dans la situation de l'économie, notamment européenne, qui justifierait d'avoir des baisses de taux massives. Je vous rappelle les anticipations de début d'année où on anticipait 6 voire 7 baisses de taux. On revenait sur des... Il fallait qu'il y ait une récession très marquée pour qu'on y arrive. Donc, ça ne peut intervenir que dans un scénario économique très dégradé. Là, c'est pas le cas. Alors, d'un point de vue sélection d'actions, les baisses de taux qu'on pourrait anticiper, évidemment, ça va jouer favorablement sur les actions à duration longue, qui avaient pas mal souffert et qui ont même beaucoup souffert pour certaines de cette très forte remontée des taux lors du resserrement mené par la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est un élément sur lequel on pourrait se repositionner en disant, voilà, baisse des taux qui signifie donc pour les actifs à duration longue, retour à meilleure fortune, on va dire. Ensuite, vous avez, on en a parlé, les petites et moyennes capitalisations. Ouais. Donc tout, je dirais, un certain pan de la cote qui était en retard et qui a des niveaux de valorisation, comme on le disait, qui sont peu justifiables aujourd'hui compte tenu de ce qu'elles arrivent à faire et dérouler. Il faudra se montrer peut-être un petit peu contrariant ou un petit peu en avance sur ce segment-là qui pourrait profiter des baisses des taux. Il y a notamment l'immobilier coté qui a déjà pas mal rebondi. Bien sûr. Et on l'a vu d'ailleurs sur les 2 derniers mois de l'année dernière où le mouvement a été extrêmement fort. Le secteur a repris quasiment 50%. Ça s'est calmé avec les taux qui sont remontés, mais on voit bien que ça, c'est un secteur très volatile et très corrélé au niveau des taux. Donc, il y a pas mal de petits ajustements, ou en tout cas de positions qu'on pourrait prendre dans des portefeuilles actions pour jouer cette baisse de taux et cette dynamique et surtout ces niveaux de valorisation. Et l'autre point qui est là d'un point de vue plus allocation, il faut profiter des taux de rendement aujourd'hui actuels du marché obligataire pour prendre des positions et je dirais cranter des rendements qui sont très très attractifs. Aujourd'hui, sur de l'investment grade, vous êtes quasiment aux alentours de 4,5%, voire 6% sur le... Avec moins de 2,5% d'inflation aujourd'hui en zone euro. Donc c'est franchement, ça vaut la peine aujourd'hui de prendre des positions et favoriser le portage sur la partie obligataire. Sur un secteur clé comme le secteur bancaire, et quand je dis clé, pas uniquement pour le côté systémique des banques en Europe, bien sûr, mais pour la performance qu'il a pu apporter depuis ce début d'année, mais y compris à travers 2023. Ça fait quand même un moment que le secteur bancaire en zone euro se comporte bien et très bien en termes de prix. Qu'est-ce que ça change d'avoir une banque centrale européenne qui va renverser la course des taux au moins jusqu'à un certain point ? Je pense que la très bonne performance du secteur bancaire, c'était effectivement lié à la remontée des taux qui a été très rapide, très forte, on l'a dit, mais c'était aussi parce que le secteur avait atteint des niveaux de valorisation qui étaient historiquement bas. On était revenu sur les niveaux de la grande crise financière qui étaient absolument injustifiables compte tenu de vraiment tout l'effort qui a été fait par le secteur bancaire pour se réformer, tant en termes de capitaux que de recentrage sur leurs activités cœur. Il y a un élément qui a été très favorable aussi pour le secteur bancaire, c'est le niveau de rendement et de dividende yield qui est extrêmement élevé parce que vous avez, c'est pas rare de voir des banques qui distribuent entre 9 et 10%, voire certaines qui se sont engagées à distribuer plus de la moitié de leur capitalisation sur les 5 prochaines années. C'est quand même très attractif pour un secteur et pour des banques qui se sont beaucoup dérisquées ces dernières années. Donc on va voir effectivement des baisses de taux, mais si c'est des baisses de taux de 25 ou 50% par rapport 50 points de base, pardon, ça change pas le rapport à la très forte hausse des taux qu'on a eue et qui a permis aux banques de retrouver des marges de manœuvre et de la rentabilité sur ces activités-là, ça devrait pas changer. Ça parce que c'est le secteur leader en Europe. Enfin, c'est un leadership. Meilleure performance depuis le début de l'année, effectivement. Mais c'est normal. Valorisation attractive, du rendement, ils génèrent de la trésorerie qui rendent aux actionnaires et ils ont retrouvé de la marge de manœuvre en termes de profitabilité. Ça a commencé octobre 2022, c'est ça, ce grand mouvement sur Juste les une banques. précision, et puis en plus, pour les banques, maintenant,
je dirais une baisse des taux n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça vous permet de débloquer la distribution de crédit. Ouais. Donc si vous produisez plus de crédit, parce que c'est bien de faire des marges, d'avoir des hausses de marge. M'intéresse, mais s'il y a pas 25-50 de nouveau BP de baisse crédit, de taux en zone euro, ça relance tout de suite la demande pour du crédit, etc. je Parce suis que prêt à faire le pari Ouais, sur l'immobilier. Sur l'immo, ça change. Sur l'immobilier, on 50 voit déjà BP, dans les ça enquêtes, change. On le voit, d'accord. les banques européennes ont déjà... elles anticipent. Elles l'ont déjà dans la dernière D'accord. enquête qu'a fait la BCE auprès des banques européennes. Les banques européennes ont débloqué en partie le crédit. Très bien. Je vous dis pas que c'est l'euphorie. Non, mais dans la perspective d'une paire de baisse de taux de la BCE. Ils ont laissé D'accord. ouvert quand même et ils distribuent beaucoup mieux le crédit parce qu'ils savent qu'il y a cette baisse des taux qui va arriver en juin. C'est pour ça que la BCE peut pas revenir en arrière d'ailleurs. Pour la petite parenthèse, ils sont beaucoup trop engagés pour revenir en arrière. Ouais. Mais en tout cas, si vous détendez un tout petit peu les conditions de crédit, ça réduit le risque de défaut et ça améliore la production de crédit. Donc au bout d'un moment, c'est bien de faire des marges, mais il faut produire du crédit et je pense que c'est là-dessus que joueront beaucoup les investisseurs à court terme. Ça change quoi effectivement ces baisses de taux alors bon pour les marchés et puis même en termes de mécanique des flux, Xavier le disait, voilà, ça reste un bon moment avant ces baisses de taux pour verrouiller du rendement sur les marchés obligataires. Est-ce que ça veut dire qu'il faut imaginer des déplacements de masse alors de tout, enfin, au moins d'une partie de ce qui a été parqué sur du monétaire à court terme, sur des comptes à terme ou des livrets ou autres chez nous en Europe, vers d'autres supports d'investissement, d'autres produits d'investissement. On va avoir ce déplacement de masse qui va s'opérer devant nous. Oui, tout à fait. Comme vous disiez, le déplacement du monétaire vers des produits un peu plus longs. Alors, ça a commencé pour le retail avec des produits à capital, pas capital garanti, mais à échéance. Oui, bien sûr. Tout ça, ça joue. On rallonge un peu, on prend un peu plus de risques, on prend un peu de crédit, un peu de high yield. Enfin, c'est un peu comme ça que la mécanique se met en place. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans la séquence, c'est que les entreprises, on pouvait craindre quand les taux ont commencé à monter. Je pense qu'il y avait quand même quelques articles qui sortaient avec est-ce que les entreprises XY sont endettées, comment elles vont gérer la dette, etc. Finalement, les entreprises avaient quand même... Les taux étaient bas depuis un moment, ils avaient quand même bien planifié un rebond de l'activité. Au même, on s'est retrouvé avec des entreprises qui bénéficiaient de taux élevés parce qu'elles avaient parqué de la liquidité. Donc ça, c'est le premier point. Et je trouve que l'exemple Alstom est intéressant. C'est que, en fait, on a une entreprise qui était assez... quand vous regardez le parcours de bourse sur les 2-3 dernières années, ça a fait quand même très mal parce qu'il y avait ce côté... j'entendais c'est Pauline, c'est ça ? Pauline qui évoquait le fait que tout le monde regardait son niveau d'endettement, une difficulté à gérer cette dette. Et puis finalement, ils parviennent, parce que c'est une boîte qui est bien gérée, à gérer cette grosse difficulté parce que ils ont besoin d'investir lourdement pour fabriquer ce qu'ils fabriquent et donc il y a ce sujet, ils y arrivent et puis le cours de bourse il rebondit assez nettement. On fait ça a pris 50%. Alors, il y a une recovery là sur Alstom, c'est une idée qui vous intéresse ou c'est un exemple comme ça? C'est le genre de choses qui était intéressante parce que les entreprises lourdement endettées qui sont avec des cycles d'activité et on n'était pas là-dedans, même encore il y a quelques semaines. Quand vous regardez les investisseurs, ils étaient plutôt je veux de la croissance tout de suite, je veux de la croissance visible. Là, on est sur des investissements plus longs. C'est intéressant de regarder comment le marché va faire cette évolution. Après, ça ne peut pas monter de 50%, c'est pas le genre d'entreprise qui va monter de 50% tous les 6 mois dans les 5 ans qui viennent, mais il peut y avoir une recovery. Et encore une fois, ceux qui sont patients sur des entreprises qui ont un carnet de commandes, même s'il y a de la dette, parce que c'était quand même un boulet, il y a quand même pas mal de boîtes qui ont coulé avec un beau carnet de commandes et des dettes trop élevées. Très très compliqué. Le stigmate Bombardier a laissé des cicatrices très très lourdes chez Alstom. C'est un point qui me paraît positif. Après, s'il faut que je fasse un petit truc un peu négatif, je dirais que ce qui est un peu embêtant dans la période actuelle, c'est un peu des banques centrales qui sont quand même pas totalement alignées. C'est-à-dire que on a des échéances qui sont quand même très différentes et le seul vecteur d'ajustement de tout ça, c'est quand même un peu les devises. Et c'est quand même un peu le cirque sur les devises depuis quelques temps. Alors heureusement, la paire euro-dollar n'est pas trop affectée par tout ça, mais il n'y a pas que l'euro et le dollar. C'est le cirque ou ça alors sur le yen, où est-ce que c'est le cirque alors? C'est le cirque sur le yen quand même. Et puis aussi, on peut avoir la banque chinoise qui pourrait décider pour contrebalancer les tarifs de laisser
baisser sa devise. Puis la faiblesse du yen pose aussi problème au yuan chinois. Voilà, Enfin, c'est de la concurrence entre exportateurs dans la zone asiatique. Ça y est, j'ai trouvé la Oui, la vol, c'est sur les devises. C'est sur les devises. D'ailleurs, si on prend le communiqué du G7 Finance de ce week-end, ils nous ont dit que la volatilité extrême des devises est un élément négatif pour la conjoncture économique. Et quand ils nous ont fait, alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très diplomatique. Merci d'avoir lu le communiqué du G7 Finance, Christian. Non, mais c'est que les dernières fois où ils ont employé ce type de phrase, ça laissait supposer une intervention concertée des banques centrales. D'accord. C'est un signal pour dire qu'ils s'autorisent, pas forcément qu'ils vont le faire, mais qui s'autorisent une intervention concertée, puisqu'ils estiment qu'aujourd'hui, cette volatilité est contre-productive et pourrait... des actions de concert, même au sein du G7 aujourd'hui. Non, mais par contre, en gros, le G7 Finance vient de signer un chèque en blanc à la Banque centrale japonaise pour continuer à intervenir sans qu'elle se fasse taper par les autres. Et après, est-ce que les autres vont l'aider? Ça, c'est une autre question qu'on va attendre dans les prochains mois. Ouais. Mais en tout cas, très clairement, aujourd'hui, la volatilité du yen est négative pour le Japon, parce que ça augmente les prix à l'import, donc ça pèse sur la consommation des ménages, et donc c'est ça aujourd'hui qui est pris en compte et acté. Si le long yen devient un trade populaire, à un moment, oui, encore un petit peu de marge. Il y a un peu de marge, mais à un moment peut-être, je ne sais pas, ils parlent encore de monter un peu les taux, de normaliser leur situation. Si la Fed, à un moment, venait-elle aussi à baisser les plus haut de à plus de 1%. Non, mais juste pour signaler sur les devises, Xavier, pour conclure avec vous, moi je vois en tout cas que l'euro tient bien, qu'on n'a pas cassé un 0,5. Même si on a effacé à un moment toutes les baisses de taux américaines, etc., l'euro même a plutôt tendance à pousser un peu vers à la hausse. C'est des niveaux qui conviennent à tout le monde. Aujourd'hui, sur l'euro-dollar, ça entrave pas l'activité des entreprises. Non. Encore une fois, on regarde dans la publication des résultats, à aucun moment on a vu des pertes de change et ce genre de problématiques. Donc non, la situation est bonne. Les valorisations en Europe restent attractives. En dessous des moyennes historiques, donc il y a de l'argent et de la performance à aller chercher sur les marchés européens. Eh ben, c'était le cas aujourd'hui. En l'absence des marchés anglo-saxons, l'Europe monte avec un CAC 40 qui s'est élevé à nouveau au-delà même des 8100 points, 8132 points pour le CAC en clôture ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Xavier Deburen, directeur des investissements chez OTA Capital, Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics, et Alain Pitous, senior advisor ESG.